entre Linzolo et Mbanzadunga, les miliciens de Sassou, pendant que nous, on était encore à Linzolo, les ninjas avaient mis une base également à Linzolo, où ils nettoyaient les armes, ils arrangeaient tout, c'est eux qui venaient en maître. Et nous qui n'avons pas pris les armes du côté des miliciens, certains, ils nous prenaient pour des traîtres, d'autres trouvaient qu'on n'était pas courageux. Bon, on les regardait comme ça. Et un jour, vers 14 heures, l'armée a commencé à envoyer les mêmes Les obus, comment on appelle voilà. ça, les mêmes obus. Voilà, ils ont commencé à pilonner Linzolo parce qu'ils savaient que Linzolo était surpeuplé, un monde fou à Linzolo. Ils ont commencé à pilonner. Il y avait des morts. Dans cette débandade-là, moi, j'ai pris ma belle-mère et la petite qui était avec moi. Et il y avait aussi son petit frère. Donc, on a pris la fuite pour Mazanunga. Quand nous avons quitté seulement Linzolo, là, il y avait une femme qui avait reçu des éclats d'obus au niveau des fesses. Elle ne pouvait plus marcher. La femme là fuyait la guerre. Elle avait deux enfants, des petits garçons d'entre 3 ans et l'autre devrait avoir 4 ans. Donc, ces enfants-là ont vu leur maman blessée. Ils étaient en train de prendre la main de leur maman, tirer pour dire, maman, continuons la marche, fuyons, parce qu'ils sont en train de venir. La maman ne pouvait plus. Elle était en train de rendre l'âme. La maman a fait signe. Elle a fait seulement sa main comme ça pour dire à ses enfants-là, continuez, continuez. Mais les enfants ne pouvaient pas partir. Ils étaient trop petits, ils ne comprenaient rien. Ils étaient là en train de pleurer. Nous sommes arrivés. On n'avait aucune solution pour bonne dame. Elle a dit, prenez les enfants là, mettez-les à l'abri. C'était sa dernière parole. Quand elle a soupiré, on a compris qu'elle est partie. On a pris ces enfants-là. Il y a une dame qui était là, qui était libre, qui a mis les enfants là dans sa brouette et on a pris encore la fuite continue. Arrivé au beach, on nous a fait comprendre qu'on devrait prendre le bateau le dernier bateau, vers les 16 heures et quelques. On a attendu le dernier bateau, il est arrivé, on est monté et on a fait la traversée du fleuve Congo. Arrivé maintenant au beach de Brazzaville, il y a des passerelles. Donc, ils avaient mis leur passerelle qui a des grillages de gauche à droite. Vous êtes à l'intérieur comme dans les tunnels là, en grillage. Nous sommes montés. Et du coup, il y avait un cobra, un militaire en tenue militaire, qui était assis avec un bordereau. Donc, tu donnes ton nom, prénom, l'adresse, là où tu résidais à Brazzaville avant de fuir. Tu donnes tes références et c'est lui qui te dit va à gauche ou bien va à droite. Nous, on ne comprenait pas. Nous sommes arrivés, on nous dit non, mettez-vous là-bas. On part là-bas. Et toi, il faut passer par là, par là-bas, En à fait, gauche, ou à gauche, sorte de à droite, à triage, droite. On c'est-à-dire, ne comprenait pas. en fait, on était en train de vous Ils trier. avaient constitué, de nous trier, oui. Ils avaient constitué deux groupes. Et il y avait un colonel qui avait un visage taillardé là, un batéké, hein, qui avait, comment on appelle ça, des balafres Les balafres, sur ouais. lui, qui était là, mais qui ne disait rien, qui ne disait pas mot. Le colonel a été là en tenue avec ses galons de colonel de l'armée nationale, mais il ne disait rien. C'est les enfants là qui faisaient la loi. Passez là-bas, on est kaboye, on lingala, pour faire ceci. Nous, on était là, bon, on regardait. À un moment donné, on nous dit non, vous montez dans les véhicules de l'armée qui sont juste à côté là. Et mes meilleurs amis avec lesquels j'ai fait la terminale, mon frère, il les a mis dans ces convois-là, signé ces documents-là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a jamais retrouvés. C'était des jumeaux. C'était mes amis avec qui j'ai tout fait en terminale. Ils ont signé ce document, ils sont engagés, et voilà, depuis là, portée disparue. Et cette femme-là est responsable en partie des massacres de nos frères dans cette affaire du beach. Quand on dit 310 disparus, c'est faux. C'est plus que ça. Ils ont pris beaucoup de gens qui ont disparu comme ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RCT. Bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir. L'affaire des disparus du Beach, un assassinat collectif orchestré par des hauts responsables d'État qui s'est déroulé entre le 5 et le 14 mai 1999 au débarcadère fluvial de Brazzaville, dit Beach de Brazzaville en République du Congo sous la présidence du général Denis Sassou Nguesso, revenu au pouvoir 2 ans plus tôt à la suite d'un coup d'État militaire en juin 1997. Il y a un autre point que je voudrais évoquer, c'est que nous avons eu dans les années 90, dans une ancienne colonie française, le Congo, une guerre civile qui a fait 400 000 morts sur 4 millions d'habitants, c'est-à-dire 10% de la population. Donc ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, Chirac, mon ami de 30 ans, c'est comment j'étais de ceux qui avaient aidé Sassou et qu'ensuite nous avons été extrêmement déçus par l'échec de Denis Sassou Nguesso. D'abord, il y a eu des exactions effroyables, notamment les 350 assassinés du Beach. Ça, c'est des choses qui méritent le jugement des tribunaux pénaux internationaux. On en parle aujourd'hui avec Armel Vianney Luamba, professeur de lycée, ingénieur en sciences de l'environnement et du développement rural, coordonnateur régional de la planète des jeunes panafricanistes, ancien pigiste d'une radio locale au Burkina Faso. Bonjour Vianney. Bonjour, Monsieur Perret. C'est un plaisir de vous avoir sur notre plateau aujourd'hui. Oui, oui, il est partagé. Merci. Je vous en prie. Armel Vianney Luamba, vous avez vécu ce moment dramatique où plus de 350 jeunes, selon bien sûr les chiffres officiels donnés par le gouvernement congolais, 300, je disais, plus de 350 jeunes, on parle de 353 jeunes qui ont disparu. Certains témoignages font état de ce qu'ils avaient été exécutés froidement. D'autres parlent carrément des jeunes qui auraient été enfermés dans des conteneurs vivants, puis jetés dans le fleuve, alors qu'ils rentraient de leur exil de la RDC, donc le Congo voisin, à la demande, bien entendu, du gouvernement congolais. L'affaire des disparus du Beach. 1999. 353 jeunes réfugiés congolais partent en bateau de la République démocratique du Congo direction le Congo-Brazza. Un retour dans leur pays après avoir fui la guerre civile. Une fois accostés au Beach, le principal port de Brazzaville, on ne les retrouvera jamais. Selon des ONG, des policiers les auraient arrêtés pour les interroger avant de disparaître. D'autres sources parlent d'un massacre commis par les hommes du pouvoir. 3 ans plus tard, une enquête est ouverte en France au nom du principe de compétence universelle. Principale personne visée, 15 hauts gradés de l'armée de la police congolaise, dont Norbert Dabira, mais aussi le chef d'État Denis Sassou Nguesso. Donc on peut parler d'un guet-apens. Alors vous avez vécu ces moments-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est une situation que je n'aime pas trop évoquer parce que ça me fait remonter Ouais, c'est triste. des choses qui sont difficiles très souvent à digérer. Mais néanmoins, cela constitue l'histoire de mon pays. Donc, on ne peut pas se taire là-dessus, surtout qu'on a perdu des proches et aussi des amis qui nous étaient, enfin, de façon, enfin, des gens qui étaient avec nous et qui brutalement, comme on les appelle, les disparus du beach, ont disparu comme ça sans aucune raison valable. En réalité, moi, je ne les appelle pas les disparus du beach. Ce sont des gens qui ont été massacrés par le régime de Guesso. Donc, ce sont des enlevés du beach de Brazzaville, exterminés par le pouvoir en place de Denis Sassou Nguesso. Voilà comment moi je Pardon, conçois ça. Vianney, vous dites les enlevés. Donc ils ont été enlevés, puis bon, après s'en est suivi leur Ils ont été enlevés. disparition. Et vous dites enlevés. Pourquoi est-ce que vous parlez d'enlèvement? Mais puisque moi-même j'ai failli être enlevé, je vous explique les faits. J'étais étudiant en première année à l'université Mariam Wabi et pendant le repli donc des miliciens de Ntoumi, notamment les Ntsilulu, il y avait donc l'avancée également des troupes gouvernementales vers les quartiers sud de Brazzaville. Et dans leur avancée, ils massacraient tout ce qu'ils trouvaient sur le chemin. Et moi, je me retrouvais dans le quartier Massina, à la limite avec le quartier Makazu.
C'est vers là-bas que je louais en tant que jeune étudiant. Et dans leur avancée, ils sont arrivés pratiquement à la limite de Makazo. On entendait les coups de feu, ça tirait de partout. Et on a vu un groupe de jeunes en train de fuir qui nous ont dit qu'ils sont en train de tuer toute personne qu'ils trouvent sur leur chemin. Donc, il faut fuir. Du coup, j'ai pris mes affaires, j'ai pris la route. Nous nous sommes dirigés vers la Canaf. Et après, bon, c'était devenu un parcours de combattants. Il fallait continuer. Nous avons marché jusqu'à Samba, Alphonse, où on a fait peut-être 2 jours, 3 jours. Ça n'allait pas. Bon, il fallait quitter Samba, Alphonse, Linzolo, Mbazadunga. Mbazadunga, on ne connaissait pas bien la route puisqu'on devrait aller vers Mfuninga, du côté de Luingui. Nous, on a pris la directe, aller sortir à Boko. À l'autre là, avant Boko, comment on appelle ça? J'ai oublié le nom. Avocat. Avocat. Quand nous sommes arrivés à Avocat, nous sommes descendus à Luingui, puisqu'on ne connaissait pas trop bien la zone. Et à un moment donné, nous avons été donc logés à côté de Mfuninga. Mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas parce qu'il y avait des exactions. Il y avait les ninjas de Ntoumi, il faut l'avouer, qui commettaient des exactions. Un jour, ils sont venus même abattre le chef du village de Mfuninga sans aucune raison. Et nous, on a trouvé que on était en insécurité. Parce que là-bas, il fallait pas dire quelque chose qui pouvait contredire la thèse de Ntoumi. Quand Ntoumi dit, par exemple, que Sassou est mort, il faut que vous applaudissez, vous tous. Ah oui, Sassou est mort, bêtement comme ça. Bon, je ne suis pas du genre à avaler facilement les choses. Donc, j'ai trouvé qu'il fallait quitter le Congo, trouver une solution. Et puisque j'étais avec ma belle-mère, enfin, la maman de ma copine, et puis ma copine qui était avec moi, et leur petit frère. Ils sont arrivés, c'était une soirée, puisque dans la journée, selon ces enfants, il y avait un débat entre les jeunes de Mfuninga. Certains disaient que apparemment lui n'est pas clair. Et d'autres trouvaient que, bon, est-ce que c'est pas mieux de lui donner un peu de temps? On va bien l'observer. Les jeunes ont dit non, le monsieur là n'est pas clair parce qu'il nous a donné une fausse information. Et à la radio, nous avons appris que Sassou est toujours là. On n'a même pas annoncé le décès de Sassou, alors que lui, il a dit que Sassou est décédé. Le chef de Mfuninga avait aussi intervenu dans ce débat-là. Et la nuit, je ne sais pas comment les médias ont eu l'information. Ils sont arrivés avec leur chef, ils l'ont fait sortir et ils l'ont tué à cause de ça. C'est tout. Voilà, C'est-à-dire, c'est tout. C'est si tout j'ai ce que bien nous compris, avons appris. c'est-à-dire, vous êtes en train de dire que, bon, Frédéric Binsamou, c'est comme ça qu'on l'appelle, informe la population que Sassou est mort, c'est ça. Et ceux qui Sassou ont est mort, contesté ouais. l'information, qui n'étaient pas trop sûrs, qui ne croyaient pas en l'information, notamment parmi lesquels le chef du village dont vous faites état. Et malheureusement, quand ces gars, en fait, ces ninjas ont appris cela, ils sont venus chercher le chef du village pour aller, voilà, l'assassiner Ils l'ont simplement parce abattu qu'il avait sur place. contesté. Ils l'ont abattu sur place. Sur Ils l'ont place. abattu sur place, ils ont levé le corps, ils sont partis. Tout Et la simplement parce famille est qu'il avait venue. contesté l'information donnée par Ntoumi. Oui, il y avait des contestations. Tous ceux qui contestaient avaient des problèmes là-bas. Souvent, ils étaient fouettés. Et moi, je me rappelle une fois, je suis allé chercher de haricots au marché de Kinkala. Quand nous sommes descendus, on a pu avoir l'essentiel. Au retour, nous avons été arrêtés, accostés par un véhicule des ninjas. Et ils nous ont demandé d'où on revenait. Nous, on a dit on revient du marché de Kinkala. Ils nous ont demandé un village que nous, on ne connaissait même pas. On leur a dit, nous ne sommes même pas de la localité, c'est difficile de connaître le nom de ce village. Ils nous ont mis à genoux, tabassés. Ils nous ont mis à genoux, tabassés parce qu'on ne connaissait pas le lieu qu'ils cherchaient. Donc, pour eux, nous avons caché enfin, on voulait cacher l'information, quoi. On ne voulait pas les aider. Alors que, évidemment, personne de nous ne connaissait le lieu. Bon, donc, Mais ça avant de devenait vraiment continuer, trop pardon, risqué. Vianney, Armel Vianney Luamba. Avant de continuer, vous avez dit, vous avez quitté votre quartier là où vous vivez parce que, évidemment, il y a eu, voilà, les hommes de Sassou Nguesso. Je ne sais pas si c'est des soldats, les cobras ou comment les appeler, qui sont arrivés, qui se sont mis finalement à tirer sur tout ce qui bougeait, c'est ça. Femmes, hommes, Ils tuent tout le monde. vieillards, jeunes, bébés, voilà. Tout ce qui bougeait. Et parce qu'ils avaient Ah oui. reçu l'ordre de tirer sur tout ce qui bouge.
Oui, ils avaient reçu l'ordre, parce que c'est ce qu'ils disaient. Et nous savons tous qui est le chef suprême de l'armée congolaise, c'est Denis Sassou Nguesso. Donc, c'est à lui d'endosser la responsabilité. Voilà. Donc, d'abord, même cette nuit-là, avant d'arriver, la nuit du 18 au 19 décembre 98, mais l'armée a pilonné nos quartiers avec des mortiers de type 105 et 120 millimètres, le matériel qu'on n'utilise que pour des grandes guerres. Voilà, donc Mais l'État avant de congolais, ça. pilonner, comme vous êtes en train de le dire là, avant de pilonner vos quartiers, vous avez été prévenu de libérer la zone, Non, non? non, 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 mais qui va... Non, 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 vous aussi. Ils voulaient faire des victimes. Donc, si ils vous préviennent, de ce fait, ils ne vont plus faire les victimes, puisqu'ils avaient des calculs. Oui, Voilà, mais moi ils voulaient je nous pose cette exterminer. C'est question. des choses qui sont Oui, réfléchies il y a longtemps. je pose cette question expressement parce que on a aussi parlé d'une opération, je mets ça entre guillemets, de police. Ça veut dire que si c'était une opération de police et qu'on était en train de chercher un fugitif, quand c'est comme ça, on prévient les populations environnantes pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts collatéraux, comme qui dirait. Mais voilà pourquoi je voulais avoir cette précision-là. Alors, vous dites, ils ont commencé à pilonner les zones où vous étiez. On était à la maison, à partir de 8h30, ils ont commencé à pilonner avec des mortiers. Les quartiers sud, ça tombait partout, à Bakongo. À Massina, ça balayait toute une famille. Ils sont tous morts dans la maison. La maison est tombée sur eux, ils sont tous morts. Papa, maman, les enfants, tout le monde est décédé. Voilà. Donc, ils étaient en train de pilonner, pilonner. On n'a pas dormi, on n'a pas dormi. Jusqu'au petit matin. Maintenant, dans la matinée, on a vu un groupe de jeunes qui nous ont dit, mais libérez, vous attendez quoi? Vous êtes toujours là, il faut fuir. Les gars là sont en train de venir, ils tirent sur tout ce qui bouge. Donc, moi, j'ai pris mon petit beau qui était avec moi. Je lui ai dit, bon, on va chercher le chemin du village, mais en passant par la TANAF, on va vérifier si la famille est toujours là. Nous sommes arrivés à la TANAF, on était là, les maisons étaient ouvertes, les gens avaient pris la fuite. Et on arrive à la fougère, j'ai vu d'abord des corps, c'était, je ne sais pas, arabes, dans une voiture. Apparemment, ils voulaient sortir. Il y a d'autres qui étaient dans la voiture, qui étaient criblés de balles. Après, c'était le corps d'un monsieur. On nous a dit que c'était Biloudi, hein, celui qui était le fondateur, je crois, d'une école très célèbre à Brazzaville à l'époque. On nous a dit que c'est son corps, c'est lui comme ça. On a marché, les corps jonchaient toute la voie jusqu'au pont du Dieu. Il y avait beaucoup de cadavres. Et nous, on marchait. On est allé de l'autre côté du Dieu. On a marché jusqu'à, comment on appelle, le quartier Mono, où on a eu une chambre où on pouvait dormir. Et le lendemain, on a pris encore notre fuite, continuer la route jusqu'à Sambal Force, Linzolo, Voka. Et puis bon, on était en Funinga. Voilà. Donc, en Funinga, en se sentant en insécurité, parce que nous, on se disait que, au moins dans le pool, nous serons au moins dans nos villages. Et ceux qui sont en train de prétendre libérer le pool seront avec nous. Au moins là-bas, le traitement sera autre que celui que nous avons vécu à Brazzaville où il y avait des obus qui, à tout moment, pouvaient nous ôter la vie. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'y avait aucune différence entre être à Brazzaville et être dans le pool. La preuve est que le jour qu'on partait pour traverser en RDC, il y avait les miliciens de Ntoumi qui étaient dans le village où nous sommes arrivés, comme on appelle Ambelo. Nous sommes arrivés à Ambelo, on a trouvé les miliciens de Ntoumi qui bloquaient le passage aux gens qui voulaient traverser pour aller en RDC. Alors que c'est par ce chemin-là que le pool était ravitaillé en sel, enfin en vivres, en médicaments. Mais il y avait des miliciens de Ntoumi qui interdisaient ce trafic-là. Et il y en a même qui s'étaient métamorphosés en douaniers qui prenaient des impôts innommés aux populations civiles qui voulaient traverser pour aller en RDC. Ça veut dire Donc nous, que quand nous pendant sommes qu'on est allés, en train de pilonner, pendant qu'on est en train de, voilà, de faire tout ce que vous êtes en train d'expliquer là, et les populations qui voulaient fuir ces zones de combat, s'il faut le dire comme ça, de violence, étaient empêchées de sortir de la zone de par les sortir, miliciens de Ntoumi. bien sûr.
Ils Que étaient voulait-il interdits de concrètement? Que sortir. vous restiez dans la zone, qu'on vous pilonne comme ça, et puis... Bon, c'était pour servir peut-être de bouclier humain, puisqu'à un moment donné, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. À Bandunga, ils avaient organisé un meeting. Lors de ce meeting, Lantoumi aurait intervenu et pendant son intervention, il y a eu un hélicoptère qui est arrivé, qui a bombardé la famille. Vous savez, j'ai vu une histoire, je vais vous expliquer ça. Entre Linzolo et Mbanzandunga, les miliciens de Sassou, pendant que nous, on était encore à Linzolo, les ninjas avaient mis une base également à Linzolo, où ils nettoyaient les armes, ils arrangeaient tout, c'est eux qui régnaient en maître. Et nous qui n'avons pas pris les armes du côté des miliciens, certains, ils nous prenaient pour des traîtres, d'autres trouvaient qu'on n'était pas courageux. Bon, on les regardait comme ça. Et un jour, vers 14 heures, l'armée a commencé à envoyer les mêmes Les obus, comment on appelle voilà. ça, les mêmes obus. Voilà, ils ont commencé à pilonner Linzolo parce qu'ils savaient que Linzolo était surpeuplé, il y avait un monde fou à Linzolo. Ils ont commencé à pilonner. Il y avait des morts. Dans cette débandade-là, moi, j'ai pris ma belle-mère et la petite qui était avec moi. Et il y avait aussi son petit frère. Donc, on a pris la fuite pour Mazanunga. Quand nous avons quitté seulement Linzolo, là, il y avait une femme qui avait reçu des éclats d'obus au niveau des fesses. Elle ne pouvait plus marcher. La femme là fuyait la guerre. Elle avait deux enfants, des petits garçons d'entre 3 ans et l'autre devrait avoir 4 ans. Donc, ces enfants-là ont vu leur maman blessée. Ils étaient en train de prendre la main de leur maman, tirer pour dire, maman, continuons la marche, fuyons, parce que ils sont en train de venir. La maman ne pouvait plus. Elle était en train de rendre l'âme. La maman a fait signe. Elle a fait seulement sa main comme ça pour dire à ses enfants-là, continuez, continuez. Mais les enfants ne pouvaient pas partir. Ils étaient trop petits, ils ne comprenaient rien. Ils étaient là en train de pleurer. Nous sommes arrivés. On n'avait aucune solution pour bonne dame. Elle a dit, prenez les enfants là, mettez-les à l'abri. C'était sa dernière parole. Quand elle a soupiré, on a compris qu'elle est partie. On a pris ces enfants-là. Il y a une dame qui était là, qui était libre, qui a mis les enfants-là dans sa brouette et on a pris encore la fuite continue. Donc, bref, voilà un peu les scénarios qu'on a eu à vivre dans la vie qui ne peuvent même pas s'effacer. Alors, donc, c'est comme je le disais, j'avais décidé, en Mfouninga, après l'assassinat du chef, de rejoindre la RDC. Quand nous sommes arrivés pour la traversée vers la RDC, on est venu trouver les miliciens de Ntoubi qui ne voulaient pas que nous traversions. Donc, nous avons dormi d'abord 3 jours au bord du fleuve, hein, au village des pêcheurs là. Nous avons fait 3 jours là-bas. Et les ninjas régnaient en maître là-bas. Ils prenaient des taxes, des impôts innommés. Ils régnaient vraiment en maître. Un jour, le pêcheur est venu nous voir. Il nous a dit, bon, je vais vous faire traverser, mais il faut que vous quittez le village à 4 heures du matin pour que les ninjas ne nous rattrapent pas. Et en ce moment-là, je vais vous faire traverser de l'autre côté du fleuve. Nous avons cotisé, nous lui avons payé l'argent. Et à 4 heures, il est venu nous réveiller. Nous avons commencé à marcher. Pour quitter Mbelo, atteindre le fleuve, de 4 heures à 10 heures du matin. Nous avons atteint le fleuve à 10 heures. C'est très loin. Et la voie est accidentée parce que le fleuve est dans un lit qui est pratiquement en U. Donc, c'est une colline qu'il faut descendre. Et la colline fait des kilomètres. Une colline qui est pratiquement verticale. Nous sommes arrivés, on l'a fait. Et nous avons traversé. Quand nous sommes montés dans les pirogues, Vous étiez c'était des nombreux comme corps. ça, pardon, Vianney, vous étiez Ah nombreux. oui, 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 nous étions nombreux. Moi, par exemple, quand on a quitté Mfuninga, j'avais un grand frère qui était avec nous, qui était un professeur d'université. Il y avait un international des Diables Rouges, c'est Diable Rouge handball masculin, je crois. Voilà, qui était aussi avec nous, avec son épouse. Le professeur d'université aussi était avec son épouse. L'international avait 2 enfants. On avait un grand frère qui revenait de Jean-Blou, de la Belgique aussi, qui est un ingénieur agronome, qui était aussi avec nous, avec 2 de ses cadets et un de leurs beaux-frères. Donc, on était nombreux. Mais Quand nous sommes arrivés, on a trouvé pendant d'autres cette parties. traversée, pardon, Armel Vianney,
pendant cette traversée, comment vous faisiez pour vous nourrir, vous Non, nettoyer? il fallait avoir un peu d'argent. Il fallait avoir un peu d'argent. Si cela n'avait pas un coût financier, moi, j'allais traverser avec ma belle-mère, tout le monde, une bonne fois pour toutes. Mais si je les avais laissés de l'autre côté du Congo-Brazzaville, évidemment, c'est parce qu'il y avait eu un problème d'argent qui se posait. Donc, moi, on avait collecté le peu qu'on avait et on m'avait confié ça. Donc, tu arrives dans un village, bon, on vend parfois le manioc, un peu de manioc, tu prends, et tout ce que tu gagnes, tu manges, hein. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Voilà, tout ce qu'on gagnait, on mangeait. Et c'était une question de survie. Et donc, vous Et êtes quand nous sommes parti arrivés maintenant, en laissant vos parents, c'est-à-dire ah oui, oui, père oui, et j'ai laissé mère, je vois. presque tout le monde derrière moi. J'ai laissé tout le monde derrière moi et j'avais le flambeau de la famille qu'il ne fallait pas éteindre. Il fallait vite arriver à Brazzaville, trouver de l'argent, maintenant revenir pour repêcher les autres. Voilà ce qui était là comme mission à accomplir. Alors, nous sommes arrivés au bord du fleuve. En montant dans les pirogues, on voyait les corps qui flottaient, hein, dans le fleuve. Les corps qui flottaient. Je dis, mais attends, ça, c'est des cadavres. Ils ont dit, oui, oui, c'est des cadavres. J'ai dit, mais c'est sérieux cette affaire. Donc, les gens qui étaient assassinés du côté de Brazzaville, qui flottaient dans le fleuve, d'autres avaient des crânes rasés, des militaires ou c'est des quoi, je ne sais pas. Bon, Pardon, ah, les corps qui Seigneur, flottaient, vous avez encore en mémoire une estimation, ils étaient beaucoup de corps ou... difficile. Les corps étaient dispersés sur toute la surface de l'eau. C'était plein de corps. Puisque quand on traversait même, il y a eu un corps qui est venu s'échouer sur les bordures de notre pirogue. Voilà, ils l'ont poussé, ils l'ont demandé d'abord pardon et ils l'ont poussé avec, comment ils appellent ça? Les pagaies là, les pagaies des piroguiers. Ils l'ont poussé Et, et nous, on a continué. l'histoire, le témoignage que vous êtes en train de faire, ça se passe après le coup d'État militaire de 1997, c'est ça? Nous sommes en quelle année comme ça? 1980, là, nous sommes en 99. 1999, puisque on avait fait la fête à Boko pendant notre périple pour rejoindre notre, on était en janvier 99. Donc, on se retrouve pratiquement euh, en RDC et les autres partaient de l'autre côté. Nous, on a pris une voie que les gens même n'empruntaient pas parce qu'on ne connaissait rien. On s'est perdu en RDC, on est allé sortir dans le premier village, c'était Kindomoshi. On est arrivé là-bas, il y avait l'armée de la RDC qui était là-bas. Ils avaient eux aussi mis en place un bureau, un faux bureau. Oh, ben c'est difficile. Et ils nous prenaient de l'argent, ils fouillaient nos habits. S'ils trouvent l'argent, ils prennent. Ils trouvent les bijoux, ils prennent. Et on a dormi à Kindongoshi. Bon, voilà, on a demandé à manger, on a acheté à manger les manioc, les petits trucs, il y avait du poisson, on a préparé, on a mangé un peu. Bon, on était vraiment mal à l'aise. On a dormi et le lendemain matin, on a pris la route pour finalement comment, Ngombe Mati, un autre village où il y avait vraiment les agents de la DGM, la direction de l'immigration de la RDC. C'est à partir de là-bas qu'ils faisaient des enregistrements. On a marché à pied, c'est autour d'une quarantaine de kilomètres. On avait des enfants, on a marché doucement, doucement avec les enfants, hein, une petite venelle qui était là, c'est une venelle, il n'y avait pas de voie. On a traversé des ponts avec des risques terribles, hein, et on est arrivé maintenant à Ngombe Matadi. Et là-bas, le responsable, c'était un certain monsieur Vakele qui nous avait reçus. Et il nous a enregistré, lui aussi, il nous a rançonné, il fallait donner de l'argent, on a donné de l'argent. Et il y avait un représentant, le responsable de la DGM, lui, il a enregistré nos noms. Il a pris nos noms, il a enregistré et il nous a programmé pour Mbanzangungu, donc le plus grand centre où il y avait des camps de réfugiés. Mhm. Voilà, il nous a programmé pour Mbanzangungu. Et ce jour-là, ils nous ont envoyé affecter gratuitement des gros camions qui sont arrivés, qui nous ont pris, ils nous ont emmenés en Mbanzangungu. Arrivé en Mbanzangungu, bon, là j'ai compris que j'étais face à la vie parce que je n'avais plus suffisamment d'argent et il fallait trouver un moyen pour survivre.
Et je me rappelle, j'avais croisé un doyen, le propriétaire de l'hôtel, comment on appelait cet hôtel-là, qui était au bord du fleuve là. Il y avait un doyen, Richard, hein. Voilà, il s'asseyait avec moi, on causait, mais il tenait pas, il pleurait chaque fois, il pleurait, parce que lui n'avait pas l'argent. Il va demander l'argent auprès de qui? Voilà, donc c'est nous les jeunes là, on part, on fait des faux business, on vient, bon, on soutient le vieux père. Un jour, je n'avais pas mangé, j'avais faim, et j'étais assis au bord du camp des réfugiés. Et c'est en ce moment-là, un étudiant a accepté nous loger chez lui. Lui logeait dans la cour de l'ex-hôtel qu'on appelait Cosmopolite, qui était en face du camp des réfugiés. Le petit là nous a emmenés chez lui et il nous a dit on peut dormir ici, grand frère. Donc je dormais là-bas. Mais lui, c'est un étudiant, il ne peut pas te nourrir. Il n'a pas l'argent, lui-même, il se cherche. Alors un jour, je suis sorti, aller m'asseoir et j'étais là, je priais Dieu, j'ai dit, mais attends dans quoi je me suis mis, parce que là, vraiment, c'est difficile. C'est en ce moment-là, j'ai vu quelqu'un, j'avais la tête baissée, et j'ai vu les chaussures Nike, propres, chaussures de sport propres. Ah, nous, on était crasseux, les réfugiés, très crasseux. Donc, je vois des chaussures Nike, je regarde la personne, il portait un jean déchiré, mais propre. Je regarde le monsieur, une belle peau. C'était l'homme le plus riche de Bazangoum. Hein, on l'appelait Bron Mansonima Dokolo. Donc, ce monsieur-là m'a dit, bon, jeune homme, tu fais quoi là? Je dis, ah, voilà, 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 je lui ai expliqué. Il m'a dit, OK, tu vas venir loger chez moi. Ah, mais j'étais heureux. Il m'a dit, tu vois la Range Rover qui est garée là-bas? Que oui, bon, ben, tu montes dedans, on va aller là-bas, on va aller à la maison. Tu es avec des gens? J'ai dit, oui, oui. Il a dit, bon, allez, tu ramasses toute la famille, vous embarquez chez moi. Il nous a emmenés chez lui. Et on était devenus une famille. Oui, mais pendant que, Aujourd'hui, paix à son âme. avant que vous n'alliez avec lui, donc vous avez fait cette traversée, vous êtes arrivé en RDC. Jusque-là, le HCR, vous avez pas encore, Non, le HCR n'existait pas. n'existait pas. Le HCR n'existait pas en ce moment-là. C'était la Direction générale de migration et l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. C'est eux qui prenaient en charge les déplacés, les réfugiés de guerre. Il y avait pas de HCR. Le HCR est arrivé après. Le HCR est arrivé après. Oui. Voilà. Et donc vous partiez avec le Hmm. monsieur. Ouais, ils nous emmenaient beaucoup en voyage. Matadi, on partait à Matadi, à Quilungongo. On partait, on a voyagé, on a vu la zone où était né le royaume Congo. Il nous a fait visiter beaucoup, beaucoup d'endroits. Bon, c'était vraiment un multimilliardaire, hein. Ah ouais, ouais, c'est quelqu'un qui avait vraiment l'argent, avait Et beaucoup, beaucoup d'argent. il savait ce qui se passait de l'autre côté Oui, du fleuve. oui, il savait. Et il était furieux parce que, vous voyez, là-bas, c'est des Congos. Quand eux, ils parlent, nous comprenons. Donc, ils trouvaient que c'était leurs parents qu'on massacrait de l'autre côté. Et ils voulaient même que les gens n'ont qu'à tous quitter là-bas, traverser, venir vers le Congo central, qu'on appelait le Congo central. Les Congolais de la RDC, en ce temps-là, c'était la zone du Bas-Zaïre, on disait Bas-Zaïre et tout. Mais le Congo de ce côté-là, les gens n'étaient pas du tout contents avec le traitement que nous infligeait Sassou. Ils étaient très, très furieux, très, très furieux. Oui, oui, les gens n'étaient pas du tout contents. Et ils trouvaient que c'était leurs parents qu'on était en train de massacrer de l'autre côté. Et eux, ils avaient même compris très tôt qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait une grande complicité. Comment les gens veulent venir chercher à manger ou bien à venir prendre les médicaments pour aller se soigner et on leur dit n'est pas traverser. Alors que vous êtes censé protéger ces populations-là. Donc, ils ne voyaient pas le jeu là clairement. Un jour, nous, on lui a dit, bon, nous, il faut que nous rentrons, donc, bref, il faut que nous rentrons à Brazzaville. C'est là que commence maintenant, soi-disant, l'affaire du beach, qu'ils appellent affaire, c'est pas disparu, alors que c'est un crime. Ça commence par là. Donc, on explique au monsieur, bon, nous, il faut qu'on rentre, mais on n'a pas de papier. Moi, j'avais juste la carte d'étudiant de l'université de l'autre là, Mariam Wabi. Bon, il nous a dit, bon, on verra bien, il va voir ce qu'il peut faire pour nous, pour que nous arrivions quand même à Brazzaville. Un jour, deuxième jour, il revient, il nous dit, bon, il y a une mission. Il a appelé le chef du camp militaire et le patron de la DGM.
On lui a dit qu'il y a une mission d'Air Afrique qui est là pour prendre les parents des travailleurs d'Air Afrique qui étaient dans les coins des réfugiés. Mais que lui, il va verser l'argent pour que nous, on puisse nous mettre dans ce convoi-là et qu'on puisse partir à Brazzaville chercher l'argent pour venir récupérer les parents. On a dit, il n'y a pas de problème. Donc, il a payé là-bas et il a dit, non, Armel, vous allez partir à Brazza. J'ai dit, mais waouh, c'est formidable, je vais rejoindre chez moi. Ben là, c'est formidable. Ah, Seigneur. C'est en ce moment-là que tu as commencé. Le jour est arrivé, la DGM nous a enregistrés et ils nous ont mis maintenant dans un car avec les travailleurs de la Direction générale de l'immigration. Il y avait deux travailleurs dedans dans le car. Le chef de cette mission-là, d'Air Afrique, là, s'appelait Monsieur Poiti. Un Congolais de chez Donc, nous? nous avons un Congolais de Brazzaville, oui, la mission était de Brazzaville, c'était une mission de Brazzaville. Il était accompagné de dames, voilà, qui étaient avec lui, envoyées par Air Afrique. Donc, nous avons pris le car. Le car nous a emmenés, on a quitté Mbazangungu, Kisantu, on a traversé tout ça jusqu'à arriver à Kazangulu. Arrivé là-bas, il y a une base militaire qui est là-bas. Il était déjà 18 heures. Le patron de la base militaire nous a dit non, je ne peux pas vous laisser aller dormir à Kinshasa. La route est dangereuse. Vous allez dormir ici. Et demain, vous allez continuer pour le beach de Brazzaville. Donc, on a passé la nuit là-bas. Et le lendemain, ils nous ont libérés. Vers les 9 heures, ils nous ont donné la route. Nous sommes allés maintenant au beach de Brazzaville. Arrivé au beach, de Kinshasa. Arrivé au beach, on nous a fait comprendre qu'on devrait prendre le bateau le dernier bateau, vers les 16 heures et quelques. On a attendu le dernier bateau, il est arrivé, on est monté et on a fait la traversée du fleuve Congo. Arrivé maintenant au beach de Brazzaville, il y a des passerelles. Donc, ils avaient mis leur passerelle qui a des grillages de gauche à droite. Vous êtes à l'intérieur comme dans les tunnels là, en grillage. Nous sommes montés. Et du coup, il y avait un cobra, un militaire en tenue militaire, qui était assis avec un bordereau. Donc, tu donnes ton nom, prénom, l'adresse là où tu résidais à Brazzaville avant de fuir. Tu donnes tes références et c'est lui qui te dit va à gauche ou bien va à droite. Nous, on ne comprenait pas. Nous sommes arrivés, on nous dit non, mettez-vous là-bas. On part là-bas. Et toi, il faut passer par là. Par là-bas, En à fait, gauche, à sorte gauche, de à droite, à triage, droite. On ne c'est-à-dire, comprenait pas. en fait, on était en train de vous Ils trier. avaient constitué, de nous trier, oui. Ils avaient constitué deux groupes. Et il y avait un colonel qui avait un visage taillardé là, un batéké, hein, qui avait, comment on appelle ça, des balafres Les balafres, sur lui, qui était là, mais qui ne disait rien, qui ne disait pas mot. Le colonel là était là en tenue avec ses galons de colonel de l'armée nationale, mais il ne disait rien. C'est les enfants là qui faisaient la loi. Passez là-bas, on est kaboye, on lingala, pour faire ceci. Nous, on était là, bon, on regardait. À un moment donné, on nous dit non, vous montez dans les véhicules de l'armée qui sont juste à côté là. Bon, vous les autres là, vous montez dans les véhicules qui sont là-bas. Monsieur Poitier a dit non, c'est pas ça. Lui n'a pas reçu cette mission-là. Donc, il ne va pas respecter ces ordres-là. Lui, on lui a dit d'aller prendre les familles des agents d'Air Afrique, de les ramener à Brazzaville. Mais pas de façon séparée. Voilà. De façon disparate, lui, il ne le fera pas. Il faut bien que ce groupe-là reste uni et lui, il va faire un rapport, il va rendre compte. Donc, ces gens-là ne vont pas monter dans les véhicules de l'armée. Oh, mais ce monsieur-là était courageux. Je vous dis, c'était un homme. S'il vit toujours, que Dieu lui ajoute encore des jours, parce qu'il était vraiment fatigué déjà. Ce monsieur-là, c'était un homme. C'était un homme. Il s'est opposé. Les Congolais ont dit, yo, vieux, qu'est-ce que tu veux raconter aux gens? Il a dit, pas de question. Vous n'allez pas séparer ce groupe. Bon, nous, on était là, dépassés par les événements. On ne comprenait pas, mon frère. On ne comprenait pas. On ne comprenait pas. Le vieux là s'est opposé. Le débat s'est déclenché. C'est en ce moment-là, maintenant, le colonel là est venu intervenir.
Il dit non, Monsieur Poitiers, c'est vrai, vous avez joué votre rôle, mais ici, c'est l'armée qui prend le relais pour des raisons sécuritaires. C'est nous qui décidons là où il faut donc mettre les gens. Il a dit pas question. Tant que le groupe là n'est pas uni, ce que vous voulez faire là, vous allez le faire à tout le monde. Si vous voulez nous tuer là, vous allez nous tuer tous, même moi le chef de mission. Mais je n'accepterai pas aller rendre compte avec des éléments absents dans mon groupe. Ça, je ne le ferai pas. Le colonel là, l'a regardé, il a dit faites-le partir. Allez libérer ces gars-là. On nous a pris maintenant, on nous a envoyé de l'autre côté, on a rejoint l'autre groupe. On a rejoint le groupe et bon, on est sorti Parce avec que le groupe. ça veut Après, dire, bon, on pardon, s'est... avant de continuer, Armel Vianney-Lwamba, ça veut dire que, bon, heureusement que vous avez eu quelqu'un de très courageux, vous l'avez dit tout à l'heure, qui Oui, s'est sinon on était vraiment fini. maintenu jusqu'à la fin. Ça veut dire que d'autres qui arrivaient étaient en train d'être triés comme ça, et d'autres comme étaient dans les bayous militaires, on les amenait dans Évidemment, ces évidemment, là qui ont évidemment. finalement disparu. Voilà, Et donc, évidemment. si Et vous, ces vous n'avez camions-là, pas c'est eu bien curieux. l'assistance, si vous n'avez pas eu l'assistance de ce monsieur de Air Afrique, vous Non, également, vous serez on serait pas en vie. placé dans les... Voilà, on ne serait pas en vie. C'est Dieu peut-être qui le sait, mais je ne pense pas qu'on serait en vie aujourd'hui. Alors, quand nous sommes approchés de la sortie là, le premier groupe, le premier camion qui avait chargé des gens avant nous là, ils avaient déjà fait des chargements. Nous, on nous mettait là-bas comme le second stock à envoyer à l'abattoir. Donc, ce qu'ils avaient Le emmené là, même bayou, pas 30. pardon, juste un petit détail. Le bayou était rempli, c'est ça? Était beaucoup chargé? Et il faisait, Oui, c'était des on vagues, mettait les... c'est par vagues qu'on les emmenait alors. Oui, les bateaux, c'était par vagues. Ça commençait le matin jusqu'au soir. Ça commençait Et le matin jusqu'au soir. Chaque les fois. véhicules, et les véhicules des militaires, quand ils emmenaient ou ils prenaient des jeunes, c'était rempli aussi, c'est ça? Euh, Ah oui, c'était rempli. Ils prenaient beaucoup. Ils disent, bon, Tokotsi Kabangon a Saint-Esprit. Ah, voilà, on va les déposer à l'église Saint-Esprit et on revient tout de suite. Sincèrement, ils faisaient même pas 30 minutes. Ils étaient là encore. Quand vous prenez la distance entre Beach de Brazzaville et l'église Saint-Esprit, là, nous connaissons l'embouteillage tout au long de cette voie-là, l'avenue de la Paix. Je suis un Brazzavillois, donc nous connaissons l'embouteillage. Personne ne peut te dire quand même qu'un véhicule de l'armée, un gros camion, en moins de 30 minutes peut faire Beach de Brazzaville, Saint-Esprit, aller-retour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Aucun chauffeur ne peut le faire. et ça veut Alors, dire sauf qu'on les s'il va rouler déposait, sur des bus, ça veut dire qu'on les voilà. déposait juste Un quelque truc, part, voilà, voilà, dans le Dompila. périmètre de la Ça ne dépassait présidence. pas le cercle de, ça ne dépassait pas le cercle de Pila. C'est Dompila. Ils partaient déposer, ils revenaient prendre les autres, ils emmènent également. C'était comme ça. Voilà, c'était Dompila. Oui, mais parce que Quand lorsque nous nous vous dites sommes ça, retrouvés, Armel, sans vous couper, quand vous dites ça, il y a eu d'autres témoignages qui ont révélé que c'est à Mpila qu'on les amenait et qu'on les exécutait là-bas, au palais. voilà, c'est un Pila. Pas, ça ne pouvait pas dépasser le cercle de Pila. Le camion ne pouvait pas les emmener même à Poto et revenir en moins de 30 minutes. C'est pas possible. C'est pas possible. Je connais bien Brazzaville, donc c'est un Pila. C'est quelque part un Pila. Alors, quand nous sommes sortis, arrivés à Brazzaville, ça dit non, vous savez que les jeunes qu'on a mis dans les véhicules là, apparemment leurs familles sont en train de les rechercher. Jusqu'aujourd'hui, ils ne voient pas leurs enfants. On a dit, ah bon? Donc, moi, j'ai appelé rapidement la France. J'ai appelé le grand frère qui était là-bas. J'ai dit, bon, voilà la situation. J'ai laissé maman et tel dans la brousse. Il faut que je reparte les récupérer, les emmener du côté de la RDC. Donc, il nous faut des moyens. Il m'a dit, bon, je t'envoie l'argent. Il m'a envoyé l'argent le même jour. J'ai dit, moi, je ne dors plus. Il faut que je reparte. Ce que je viens de voir là, il faut que j'arrive à dire aux réfugiés de ne plus prendre le risque de venir à Brazzaville parce qu'on est en train de tuer les gens. Je suis reparti au beach de Brazzaville. Le même colonel, je pars le trouver. Là, j'étais en dîner, fourré, bien habillé, propre. J'arrive, mais je trouve le même monsieur. Il me dit, ton visage m'est familier. Vous faites quoi dans la vie? J'ai dit, je suis étudiant. Tu es étudiant, tu as ta carte? J'ai dit oui.
Je lui ai donné ma carte d'étudiant. Il a regardé, il dit, OK, vous pouvez passer. Je regarde encore le monsieur, je dis, mais attends, lui là, qu'est-ce qu'il veut? Bon, moi, vous voyez un peu, en ce temps-là, je faisais le Wadouriou. J'avais une tendance où vraiment tu m'emmerdes, je veux vite te casser la gueule et puis en finir, quoi. Donc, le monsieur là m'avait tellement énervé que je n'acceptais pas ce qu'il voulait faire. Je le regardais. Il était en tenue, hein, mais moi, je m'en foutais de sa tenue. J'étais tellement énervé, mais j'ai compris que j'avais développé une petite haine par rapport à ce qu'ils ont voulu nous faire le jour de notre traversée. Pas prendre des gens et puis bon, après leur famille ne les retrouve pas. En ce moment-là, on n'avait pas l'information qu'ils les avaient tués. Mais on nous disait que les familles les cherchaient, mais ne les retrouvaient pas. Je suis arrivé en RDC après la traversée. Il fallait monter un dossier au niveau de l'ANR et puis de la DGM. Ça traînait tellement qu'on a attendu presque 2 semaines. Je n'avais pas encore eu le dossier. J'ai dit, moi, il faut que j'informe, sinon les gens là, ils vont nous terminer. Bon, comme je me débrouille pas mal en lingala, j'ai l'accent de la RDC. J'ai l'accent de la RDC. Donc, facilement, j'ai pu me défendre. Il y avait à Kazangoulou, il y avait les militaires qui nous ont fouillés, questionnés. Ils m'ont pas attrapé. À Kisantou, c'était la même chose. On a continué. Maintenant, arrivé à l'autre là, euh, sur la colline, parce que Mbazangungu est sur un point élevé. C'est une colline, c'est sur une colline. Donc, vous montez cette colline-là avant d'atteindre Mbazangungu. Sur la montée là, il y avait un convoi de réfugiés qui venait à Brazzaville. J'ai fait arrêter le convoi là. Les gens de la deuxième sont descendus. Moi, je suis descendu du bus. Je suis allé vers eux. Je leur ai dit, n'emmenez pas les Congolais à Brazzaville. Parce que c'est pas sûr que ces gens-là vont arriver chez eux. Parce que ce que vous avez envoyé, moi, je reviens de Brazzaville, voilà les tickets de la traversée, voilà, j'ai donné tout ce que j'avais comme preuve. J'ai dit, si vous prenez ces gens-là, vous les emmenez à Brazzaville, c'est pas sûr qu'ils vont rejoindre leur famille. Parce que ceux qui sont venus avec nous, qui étaient avec nous, on les mettait dans les véhicules de l'armée et jusqu'aujourd'hui, leurs familles sont en train de les rechercher. Le monsieur m'a dit, ah, mais c'est sérieux ce que vous dites. J'ai dit oui, il faut faire demi-tour avec eux. Maintenant, j'ai parlé en Lari, aux réfugiés là. Je me suis retiré et tout le convoi me regardait. J'ai fait mon meeting là-bas. J'ai dit non, ne partez pas. Ils sont en train de nous tuer. Il y a quelque chose qui n'est pas clair à Brazzaville. Donc, les gens m'ont dit, mais ils m'ont posé des questions. Et dans le groupe, j'ai entendu quelqu'un qui m'a appelé par mon nom. Armel, j'ai regardé, c'était la nièce de ma copine. Je l'ai regardé, j'ai dit, mais toi, tu pars où? Que non, Yaya, je pars à Brazzaville. J'ai dit, non, il faut descendre, ne pars pas. Que Yaya, on nous a déjà enregistrés. Si on reste ici, on sera de sans-papiers. J'ai dit, il faut descendre. Tu es avec qui? Que je suis avec l'oncle. J'ai dit, appelle ton oncle. Son oncle est sorti. Je lui ai dit, ne partez pas. La route là n'est pas sûre. Il ne faut pas partir. Ils m'ont dit, non, ils ont déjà fait l'enregistrement, ils n'ont pas le choix. J'ai dit, OK. Ils sont partis. Jusqu'aujourd'hui, je ne les ai plus revus. C'était la dernière fois que je venais de voir cette petite-là. Jusqu'aujourd'hui. Alors, je suis allé à la direction générale de l'immigration. J'ai dit, bon, voilà ce qui se passe à Brazzaville. Je leur ai expliqué les faits. Ils m'ont dit, non, le HCR vient de mettre son bureau ici. Il faut aller au niveau du HCR expliquer. Je suis allé là-bas, j'ai expliqué. Ils m'ont dit, non, il y a une femme qui va venir demain, qui est la représentante du HCR. Quand elle sera là, il y aura une réunion avec les réfugiés. Et à cette réunion-là, vous allez donc en parler. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je les ai attendus. Le lieu de la réunion, c'était devant l'église catholique qui est collée carrément à l'hôtel Cosmopolite. On s'est retrouvés devant l'église. La femme l'a parlé. Elle a donné les avantages, comment le gouvernement congolais les a contactés pour que les réfugiés puissent rentrer chez eux. Ils ont dit que c'est des Congolais, ils ne peuvent pas souffrir à l'étranger alors que notre pays est là, ils n'ont qu'à rentrer rejoindre leur maison. J'ai dit, madame, ce que vous dites là, c'est vrai. Mais moi, je ne crois pas à la gentillesse de Sassou parce que je reviens de Brazzaville. Ce que j'ai vu, ces gens-là n'arrivent pas chez eux et beaucoup de familles sont en train de rechercher leurs membres
qui, arrivés à Kinshasa, avaient appelé qu'ils étaient à Kinshasa, ils devraient traverser à 16 heures. Mais jusqu'aujourd'hui, certains, ça fait 2 mois, 3 mois, ils ne voient pas leurs membres de famille. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est louche. Et Donc, je ça lui veut ai dire que expliqué que les pendant que vous êtes en véhicules, train de le dire, le gouvernement de Brazzaville, c'est-à-dire du général là, Denis Sassou Nguesso, avait demandé au HCR de faire rentrer oui, le les... rapatriement des Congolais, des réfugiés. Et quand ces Congolais-là Oui. arrivent au beach, on les enlève. Ils les enlèvent, ils partent tuer. C'était ça. Voilà. La dame là m'a dit, c'est pas possible. J'ai dit, madame, au cas contraire, sachez que si vous continuez à envoyer les Congolais là-bas, le jour où cette affaire-là sera devant les juridictions, vous allez me trouver là-bas comme témoin et je serai face à vous parce que je vous ai déjà informé que nos parents que vous envoyez là n'arrivent pas à Brazzaville. Quand ils arrivent, ils n'arrivent pas chez eux dans leur maison à Brazzaville. Ils sont cachés quelque part, ou soit ils sont tués, ou soit ils sont dans les prisons. Mais ils n'arrivent pas chez eux parce que leurs parents ne les retrouvent pas. Et les véhicules qui viennent le chercher là, le temps que ça fait pour arriver à l'église où on doit les déposer logiquement là, ce temps-là est impossible à faire. La dame m'a regardé, elle m'a dit, OK, j'ai compris. Donc, on a fini la réunion. Maintenant, ils ont parlé de la nourriture des réfugiés. Certains n'étaient pas satisfaits de ce qu'ils mangeaient. Au fait, le Congolais même ne comprenait même pas qu'il est dans une situation chaotique. Il faut survivre. Et voilà. Donc, ils étaient là en train de bouder. La nourriture n'est pas bonne. Hier, on a mangé ceci. Bon, la réunion est finie. On est rentré. Le surlendemain, je pars trouver un convoi. On est en train de charger encore mes frères. J'ai dit, mais attends, cette affaire-là, c'est quoi? Là, j'étais maintenant énervé. Je suis allé pour comprendre. J'ai dit, mais votre patron là est là. Que non, elle est repartie en RDC, à Kinshasa. J'ai dit, après notre rencontre là, elle est repartie à Kinshasa, que oui. J'ai dit, mais c'est elle qui a donné les instructions d'envoyer encore les Congolais de l'autre côté. Ils m'ont dit, ah bon, nous sommes un service, mais elle a laissé une fiche que chacun doit remplir. Vous voyez ce que la femme là a fait? Elle a pris, c'est-à-dire quand elle a su que les réfugiés étaient au courant, que ceux qui partaient à Brazzaville n'arrivaient pas chez eux, elle a fait une fiche pour dire aux réfugiés, signe cette fiche-là, tu l'as remplie. Et cette fiche-là faisait quoi? Cette fiche-là faisait office d'un engagement. C'est-à-dire tu t'engages personnellement À tes que risques et tu périls. assumes tout, à tes risques et périls, que tu veux aller à Brazzaville. J'ai dit, mais la dame là, comment j'ai lu la fiche? J'ai dit, mais pourquoi la dame là peut faire de telles choses? C'est ce qu'ils ont trompé la plupart des gens. Et les gens qui sont partis, dès qu'ils arrivaient au port, au beach Ngobila, ils étaient reçus par Madame Nzé. Je vous le dis bien, ils étaient reçus par Madame Nzé, qui était la directrice de la Croix-Rouge. Donc même la Croix-Rouge, il faut amener la Croix-Rouge en justice, pour que les vérités là puissent sortir. Et on sélectionnait tous ceux qui étaient du sud, et on les amenait vers Ndjiri 45, Itatolo, vers Simbapel pour les tuer. Je me porte partie civile pour apporter toute la vérité sur les crimes et les criminels qui sont encore à l'air libre en France ou dans les pays qui les ont accueillis. Ah bon, là, j'étais vraiment furieux. Je suis reparti, j'ai vu maintenant le tonton qui nous logeait, je lui ai expliqué. C'est elle qui Lui, il a fait représentait, venir pardon, c'est elle qui représentait le HCR. le HCR, la femme là. Bon, lui, il a appelé le patron de l'armée et ils ont discuté avec le commandant de l'armée. Il a dit, mais les gens sont en train d'être massacrés. On vous signale que nombreux ne retrouvent pas leur maison. Il faut d'abord chercher à comprendre où partent ces réfugiés-là avant de venir faire signer ce genre de fiches. Parce que là, vous travaillez maintenant pour le gouvernement de Brazzaville. Parce que vous cherchez à tout prix, par toute forme de méthode, de mettre à la Pardon, disposition de ce gouvernement-là les réfugiés. pendant que vous allez continuer, est-ce que vous avez cherché à savoir elle était de quelle nationalité d'abord? Non, elle n'était pas congolaise. Elle n'était pas congolaise. Elle n'était Elle pas doit congolaise, être oui, mais c'est pas une cherché. Camerounaise, je vais vous informer. Et la dame en question est devenue très riche. Elle fait maintenant des affaires
Elle avait été payée pour ça. Et nous avons un dossier que nous sommes en train de constituer contre elle. Si on peut la retrouver, ça serait bien. Nous Ah avons oui, elle doit répondre. Je serai là-bas pour Elle répondre. avait été payée pour Il faut ça. que vous Et est-ce m'appelez. que vous vous souvenez tout de même de la période de l'année où tout cela est en train de se passer? Oh, ça, c'était avant le mois de juin. Ça devrait être entre mars, avril, comme ça, de 99. 99. Entre Évidemment, mars, la avril. femme avait été payée par Brazzaville. Elle est devenue femme d'affaires, voilà. Elle a même quitté le HCR. Madame Marie-Louise Djetam, la chargée de la protection des Nations Unies, elle est camerounaise, elle est au Cameroun. Madame Marquez Isabelle, elle est là en Espagne, elle a arrêté avec les Nations Unies, c'est parce qu'elle est devenue riche. Monsieur Patrick Spinoy, comme témoin, c'est le représentant des Nations Unies en Algérie maintenant. Madame Nzé, celle de la Croix-Rouge, l'attaché militaire du Congo à Kinshasa. Feignon est mort, on l'a tué, mais Feignon, on a eu la réunion à l'hôtel intercontinental lorsqu'il voulait que je puisse repartir au Congo. J'ai croisé Feignon par la délégation qui était venue me voir à l'hôtel. Ils m'ont invité à l'hôtel intercontinental de Kinshasa. Feignon faisait partie. Et l'attaché militaire du Congo à Kinshasa faisait partie. Ils m'ont proposé de l'argent afin que je puisse repartir au Congo. J'ai refusé. Je les ai dit que, à moins que vous me tuiez dans cette salle, à moins que vous me tuiez, mais il y avait la sécurité, à ce temps-là, c'est moins des Congolos qui étaient, donc il y avait aussi des unités de sécurité. Lorsque je suis parti à la réunion, ils étaient dans l'hôtel, ils étaient dans le couloir. Donc, lorsqu'ils ont remarqué ça, ils ont voulu négocier avec moi. J'ai dit que je ne vais pas négocier avec vous. Donc, c'est comme ça qu'ils tuaient les gens. En négociant, on dit que vous allez repartir au Congo. Lorsque vous arrivez, on vous tue. C'est parce que moi-même, je devrais être victime des disparus de Beach. Je me suis confronté avec Marie-Louise Djetam dans son bureau, de dire que je connais tout ce que vous êtes en train de faire. Mais ça ne va pas m'arriver. Lorsque le personnel a entendu cela, et Patrick Spinoy savait que je lui ai dit que j'irai à l'ambassade des États-Unis, me réfugier à l'ambassade des États-Unis du crime que vous êtes en train de faire. C'est là où on a voulu maintenant me déplacer de Kinshasa. C'est parce que je leur avais dit la vérité. Et lorsque j'ai eu le contact avec l'ambassade des États-Unis, pour ma réinstallation, ils avaient maintenant peur de moi. Ils m'ont envoyé pour la sécurité à Mbujimaï. Mais car en fait, c'était un piège. Pour que l'ANR, la sécurité de Kabila, puisse me rapatrier au Congo-Brazzaville. Le gouverneur m'a reçu dans son bureau. Le gouverneur du Kasaï m'a reçu dans son bureau. Il me dit, petit frère, si tu ne pars pas d'ici, tu vas te retrouver à Brazzaville. La femme là a fourni les fiches, je vous dis. Et mes meilleurs amis avec lesquels j'ai fait la terminale, mon frère, il les a mis dans ces convois-là, signé ces documents-là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne les a jamais retrouvés. C'était des jumeaux. C'était mes amis avec qui j'ai tout fait en terminale. Ils ont signé ce document, ils sont engagés, et voilà, depuis là, porté disparu. Et cette femme-là est responsable, en partie, des massacres de nos frères dans cette affaire du Beach. Quand on dit 310 disparus, c'est faux. C'est plus que ça. Ils ont pris beaucoup de gens qui ont disparu comme ça. Qui ont disparu comme ça, qui nous ont tués comme ça, qui ont disparu. Les disparus de Beach a dépassé 10 000. C'est parce qu'il y a eu plus de 15 vagues vers le CG Agostino Neto,
là où il y a l'eau. C'est là où on partait jeter beaucoup de corps, qu'on enterrait beaucoup de corps. Mais ces criminels-là sont ici à Paris. Je les connais, je connais leur nom. Et c'est un crime contre l'humanité. Ceux qui ont tué des gens sont ici en France. Je me suis retrouvé face aux agents de la deuxième. Il y avait un restant il y avait l'eau de ces documents-là qui étaient posés sur un bureau. J'ai tout déchiré. J'attendais qu'on m'emmène en prison pour que l'affaire-là puisse se déclencher, afin que chacun de nous puisse prendre conscience que c'était risqué d'aller à Brazzaville. J'ai déchiré le lot de ces papiers-là. Les gars-là me regardaient comme ça, là. Ils ont dit, tu as raison, on te comprend. Nous ne sommes pas contre toi, mon frère. On parle la même langue, on te comprend. Mais bon, on fait comment? Ça, c'était le dernier convoi qui partait là. C'est cet engagement que la femme là avait mis en place. Et donc, on tuait seulement. On tuait. On n'a pas le vrai nombre. Moi, je doute que ce soit les 300 et que c'est un faux problème. Ils ont tué plus que ça. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens sont morts. D'autres pensent que leurs parents sont morts. Peut-être, bon, dans les affrontements, dans le pool, c'est faux. Ils sont morts, enlevés au beach de Brazzaville et assassinés là-bas. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous recherchons qu'on puisse nous éclaircir ces faits-là. Qu'est-ce qui s'était passé réellement dans Brazzaville? Cet homme qui a choisi pour sa sécurité de garder l'anonymat est l'un des rescapés. Ce jour du 14 mai 99, au beach, le port fluvial de Brazzaville, il est parqué avec des dizaines d'autres réfugiés par des soldats de la garde présidentielle. Depuis le beach, ils nous disaient on va vous tuer. On va vous tuer. Ils se sont mis à discuter. Que non, maintenant c'est notre tour, maintenant c'est notre tour. Et leur chef dira mais pourquoi vous discutez? Chacun aura sa part. Donc du coup, dès qu'il a dit chacun aura sa part, les rafales ont retenti. La flamme de cet homme vise directement le président congolais Sassou Nguesso et son chef des armées, selon lui, les commanditaires du massacre. Il n'y a pas eu de massacre de population au beach de Brazzaville, je le redis. Nous retirons à la justice française le droit de se saisir d'une affaire qui est déjà instruite au parquet de Brazzaville. Moi, je suis resté à Brazzaville. Vous êtes rentré, vous êtes reparti à Brazzaville, c'est ça? Ou vous êtes resté Oui, bon, je suis resté, j'ai envoyé des gens avec l'argent qui sont allés piocher la famille, qui ont ramené la famille. Et je suis allé prendre la famille vers la frontière, et ramener à Mbazangourou, qui était le centre. Et de Mbazangourou, maintenant, vers le mois de juin, on a vécu un peu le début de la fraîcheur parce qu'il fait très froid à Mbazangourou. Hein, on s'approche à des températures vraiment européennes. Et après, maintenant, bon, on a décidé de rentrer à Brazzaville. Et bon, moi, je ne pouvais plus être dans les convois de ACR parce que moi, j'avais l'impôt minimum. Je n'étais pas réfugié. Donc, j'ai dit au revoir à mon logeur et je lui avais promis revenir là-bas. Voilà, et j'ai pris la route. J'ai pris la route, je me suis retrouvé avec la famille. On s'est retrouvé au beach de Kinshasa, arrivé à Kinshasa, et ils sont rentrés dans le bateau. Moi, j'ai pris le canot rapide. Je les ai précédés pour qu'on ne puisse pas les enlever, même pieds là. Je suis venu me mettre là où il y avait le bordereau là. Donc, tu remplis le bordereau, tu te mets à ma gauche, à moi. C'est ce qu'ils ont fait. Et j'ai assisté pratiquement à la signature de tous ceux qui étaient dans leur convoi. Quand ils ont fini, j'ai pris maintenant, moi, ma petite famille. Nous sommes rentrés à la maison. Voilà comment ça s'est passé, ce que j'avais vécu dans cette histoire-là, mon frère. Et après, bon, voilà, l'affaire finalement avait été mise voilà, sur la place publique, comme vous le savez. Après, il y a eu un parodie de procès à Brazzaville pour tenter un peu d'étouffer l'affaire, qui, bon, après, on va condamner l'État congolais à payer une certaine somme aux parents des victimes, mais sans condamner les coupables, c'est-à-dire ceux qui avaient commandité, évidemment, ces crimes, ces assassinats de masse. Et l'affaire avait été reprise, je crois, au niveau de Paris. Depuis là, voilà, ça fait beaucoup de temps, tout de même. Ça traîne, ça Bon, traîne. moi, je pense que Brazzaville
gérer ce genre d'affaires au Congo, c'est comme si vous donnez à un criminel le pouvoir de se faire juger lui-même. Parce que les coupables, c'est lesquels qui ont commis ce crime-là. Ce crime-là fait partie des crimes organisés du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Il faut le dire haut et fort. Parce que j'ai eu 3 tentatives de corruption dans cette affaire. On m'a déjà proposé 6 millions. Je leur ai dit, je ne suis pas à 6 millions près et je n'en veux pas. Tout récemment, même pas 2 mois, ils me proposaient combien? C'était 12 millions hein, dans ces histoires-là. Moi, j'ai toujours dit, ils t'appellent par ton messenger. Ils n'ont pas besoin de ton contact. Ils t'appellent par ton Facebook. Ils ont ton profil. Ils partent. Ils cliquent sur Messenger. Messenger, ils t'appellent. Et quand tu décroches, bon, ils ne veulent pas se présenter. Ils disent, bon, écoute, j'ai une situation, je vais t'expliquer. Ils posent le problème. Moi, ça me fait rire. Moi, ça Ça me veut fait dire rire. qu'ils t'expliquent le pourquoi ils veulent te Bon, proposer est-ce les qu'ils 6 expliquent millions. le pourquoi? Souvent, non, non, non. Souvent, ils se disent que, bon, c'est un panafricaniste, il est dérangeant parce que bon, il me trouve beaucoup dérangeant dans ma lutte de panafricanisme. Bon, il tente de te proposer l'argent en échange de ton silence. Donc, ça veut dire que Oui, parce tout que ce que tu connais pendant que d'eux, vous le dites, hein, pendant que vous le dites, plusieurs autres témoins ont déjà été corrompus, qu'on a connus, et qui nous ont parlé de cette affaire, mais après, ils se sont tus quand vous les rappelez, et vous apprenez que, bon, un tel avait été contacté, on lui a donné beaucoup d'argent, et puis ils sont nombreux comme ça en France. D'autres ont même été, je crois, déplacés par certaines ONG, des organisations non gouvernementales, de Brazzaville vers la France, dans le but d'aller témoigner. Mais quand ils sont arrivés en France, ben, là-bas, ils ont été récupérés par des gens qui travaillent pour le régime de Brazzaville, qui les ont corrompus pour se taire. Et ils se sont tus. bon, c'est normal. Vous voyez quelqu'un qui vit la misère à Brazzaville, surtout de nos jours. La vie à Brazzaville est infernale, nous devrions le reconnaître, parce que c'est une misère d'origine anthropique. Oui, ben, C'est ils pouvaient fabriqué demander par par le exemple pouvoir des l'asile, pourquoi pas? Ils peuvent demander l'asile pour dire, ben, écoutez, moi je suis arrivé ici pour telle situation, au lieu d'aller, voilà, trahir encore, voilà, la mémoire de ceux qui en sont morts. C'est ça le problème. Ah Voilà oui, pourquoi je suis en train de dire, aujourd'hui nous sommes, par exemple, là nous sommes le 9 avril 2025, le procès court encore, il est pendant au niveau de Paris, on n'en parle plus, et les témoins qui devraient aller témoigner se font corrompre. C'est quoi ce comportement final? C'est vrai que la misère, elle est là, mais après, il faut qu'on soit quand même responsable. Il faut qu'on ah sache que ben, mais tout se derrière ça, paye ici-bas, il y a eu nos compatriotes qui sont morts. Ils sont nombreux à périr comme ça. évidemment, évidemment. Bon, mais vous voyez, hein, moi personnellement, ça me fait rire quand les gens comme Sassou Nguesso me disent, bon, mais écoutez, on va te donner 12 millions. Moi, ça me fait rire. Je ne suis pas, ma pauvreté n'est pas arrivée jusqu'à ce stade-là. Personnellement, je ne vois pas pourquoi je vais aller prendre l'argent et ne pas dire ma vérité. Si vous voyez déjà très jeune, parce que quand ça se passait en 98, j'étais très jeune. En 1998, j'étais très jeune. Si j'ai eu le courage de mettre ma vie en péril, et la zone là était concernée par des attaques des rebelles. Donc on a fait des chars de combat qui étaient laissés partout par des Rwandais, des trucs comme ça dans cette zone-là. Et moi, j'ai traversé cette zone-là. L'armée de la RDC m'avait attrapé. Ils vont dire quoi? C'est quelqu'un qui est là peut-être au service des Rwandais. Voilà. Mais je l'ai fait pour sauver mon ethnie. Mais c'est parce que je veux que justice soit rendue. Il y a des gens, je vous ai dit tout à l'heure, avec lesquels je me suis amusé à l'école. Quand on dit les promotionnaires de l'école, ce sont ces gens-là qui aujourd'hui, si moi je suis au pouvoir, qui doivent faire la force de mon pouvoir. Vous comprenez, non? Mais ces gens-là n'existent plus. Parce qu'ils ont été liquidés par un régime qui est là. Et c'est ce même régime-là qui va me dire de me taire, de ne pas témoigner. Moi, je suis partant. Même si le témoignage, c'est demain. Si c'est moi-même qui dois payer mon billet d'avion, je serai là-bas. Je serai là-bas pour témoigner face à Sassou Nguesso. Et ce jour-là, si la sécurité dans la salle n'est pas bien assurée, le temps que vous allez vous rendre compte,
Vous me verrez déjà sur le dos de Sassou Nguesso en train de faire quelque Bon, chose. mais oui, évidemment, on ne se fera pas donc justice. Ce qui serait intéressant, c'est déjà ce que vous venez de faire et puis le fait d'être vraiment, vous vous rendrez disponible, hein. C'est ce que j'ai cru comprendre pour témoigner sur cette affaire. Mais il faut dire odieuse, c'est des crimes odieux, c'est des crimes contre l'humanité. Les crimes contre l'humanité, il faut le rappeler, sont imprescriptibles. Après, nous aurons des gens qui reviendront ici pour dire, ben, écoutez, c'est du passé, pourquoi vous revenez? Non, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles et les auteurs doivent être arrêtés, Puni. doivent être Ouais. jugés et punis. C'est comme ça que ça se passe. Ici, ce n'est pas voilà du sentimentalisme. Quand on a commis, on doit répondre devant la justice parce que sur ce même plateau, nous avions reçu Monsieur Michel Tsagou qui nous expliquait que lui, il est allé même voir comment on était en train d'exécuter les jeunes, comment on les brûlait derrière, non loin de la présidence. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est Michel Sangou qui nous explique ça. Et il a même déposé, je crois, il a porté, je crois, plainte sur cette affaire-là. Mais là aussi, voilà. Et c'est là où on se dit, mais à quoi joue finalement la France? Parce que ça aussi, c'est un problème. Tout le temps, on nous parle des biens mal acquis, qu'on exhume tous les temps. Toutefois qu'on arrive vers les élections présidentielles, comme pour faire un petit chantage, on agite un peu le procès sur les biens mal acquis, alors qu'il y a un vrai procès où il y a eu des crimes contre l'humanité, des jeunes Ah ben bien sûr, bien exécutés, sûr. froidement assassinés, qui ont disparu comme ça, et le procès est pendant au niveau de Paris. Ça, les médias français n'en parlent pas. Ben, de toutes les façons, ça va jouer sur nos relations avec la France. Moi qui vous parle, je suis un panafricaniste et je ne prône pas la politique française en Afrique. Voilà, donc un jour, dans nos relations, nous allons revoir tout ça. Voilà, ça va jouer dans nos relations futures avec la France. Quoi qu'on dise, hein, moi au Burkina Faso, j'ai organisé des grandes marches au moment où les choses étaient encore plus complexes. Et j'ai vu et j'ai fait partie de ceux qui ont demandé le départ de la France du Burkina Faso. J'ai organisé les plus grandes marches. Moi, je ne me cache pas. J'étais à un moment donné un homme à abattre. Moi, ça ne me dit absolument rien. Si c'est pour avoir au moins dit la vérité qu'on va me tuer, c'est mieux que de mourir d'un paludisme. Voilà. Donc, si la France aujourd'hui nous laisse avec nos problèmes, parce que le problème du Congo, c'est les intérêts de la France. Sassou Nguesso a juré travailler pour le bien de la France. Tout ce qu'il fait part à la France. Donc, c'est difficile pour les Français, en retour, de vite le lâcher, parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui peut mieux faire que Sassou. Mais actuellement, apparemment, il est lâché et que, voilà, ils sont en train de vouloir préparer Dabira pour faire monter. Là aussi, bon, je n'ai pas de preuves, mais c'est ce qui court dans les milieux politiques. Bon, si c'est vrai, il n'y a pas de problème particulier. Mais moi, je pense qu'il y a eu Dabira qui a dû faire sa déposition à la justice française par rapport à cette affaire. Maintenant, s'ils n'en prennent pas compte, ils pensent que, bon, on peut continuer à garder. Ils seront surpris de ce que nous leur réservons en République du Congo. Ouais. Bien voilà, j'espère que la France, évidemment, quand on dit la France, il faut peut-être qu'on fasse aussi la nuance. Ça n'a rien à voir avec le peuple français, mais des politiques véreux français, on les connaît, qui évidemment soutiennent cette dictature. Le milieu France-africain, comme on l'appelle, la France-Afrique, avec surtout les multinationales qui sont les soutiens de ce régime criminel. Et c'est le cas de le dire parce que les éléments existent désormais. Tout est documenté, on peut le prouver que Denis Sassou Nguesso est à la tête d'un régime criminel. Merci Armel Vianney Luamba d'avoir été avec nous sur R7. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir reçu et de nous avoir fait ce témoignage. Je vous laisse donc les quelques secondes qui nous restent et ça sera la fin de l'émission. Ouais. Ben, juste saluer tous ceux qui nous suivent et demander à la justice française de s'assumer par rapport à cette affaire parce que nous voulons faire quand même les deuils de nos morts. Nous avons perdu nos proches et c'est le moment de les pleurer, de faire tout ce que nous pouvons faire, mais tout en demandant justice pour eux. Voilà, donc c'est aux Français, s'ils veulent que demain soit meilleur entre nos deux pays, je pense qu'ils doivent vraiment nous aider
à nous Voilà. éclaircir dans cette histoire. Ils doivent aider les Merci. Congolais à faire leur deuil, que justice se soit rendue, c'est la Ouais. moindre des choses. Et voilà, pour le reste, c'est aussi l'occasion pour nous d'inviter, pourquoi pas, de lancer une invitation à tous les autres témoins qui ont vécu ces événements, que ce soit les expéditions punitives dans le pool, que ce soit cette affaire des disparus du beach, mais là encore c'est l'euphémisme, c'est un crime de masse, un crime de masse, un crime contre l'humanité. Des jeunes ont été voilà, assassinés. Et voilà, aujourd'hui, je rappelais que nous sommes le 9 avril 2025. Certaines familles ne savent même pas où sont passés leurs enfants. Et donc, ils n'ont Non. pas la possibilité de faire un deuil. C'est triste. C'est triste. Et donc, mesdames, messieurs, vous avez compris, pour ceux qui ont des informations à nous fournir, vous serez toujours les bienvenus. Quand j'ai dit ça, c'est la fin de cette émission. Mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire, des disparus du beach. Et là, je voulais aussi rappeler à certains complices de ce crime, parce que j'ai lu un livre aussi écrit par Anatole Kouliné-Makosso qui dit Les vrais faux disparus du beach. Qu'on s'est dit d'un monsieur qui est Anatole Kouliné-Makosso, le livre existe hein, pour ceux qui peuvent le chercher, le lire, c'est le déni du crime et c'est passible de poursuite au pénal. Merci et à très bientôt, mesdames, messieurs.